Bonsoir à tous, bienvenue dans cette autre édition de Diaspo Story. Diaspo Story. Diaspo Story. Diaspo Story. Le magazine de la diaspora africaine dans le monde. Pour cette édition, Diaspo Story a rencontré pour vous Messon Ewing, malvoyant. Il est styliste, modéliste, réalisateur et producteur de cinéma. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Diaspo Story, c'est maintenant. Diaspo Story. Quel que soit l'handicap d'une personne, cette dernière, par détermination, peut arriver à se frayer un chemin, trouver sa place et se rendre utile pour la société. C'est le cas de Messon Ewing qui, après avoir subi les maltraitances de ses parents adoptifs, a perdu la vue mais ne s'est pas découragé pour autant. Il s'est battu. Aujourd'hui, il est styliste, modéliste, réalisateur et producteur de cinéma. Nous l'avons suivi pour vous. Bonjour, je suis Messon Ewing. Bienvenue chez moi à Diaspo Story. Entrez s'il vous plaît. Salut à tous les Camerounais. Écoutez, enchanté. Moi je me présente. Je m'appelle Messon Ewing. Voilà, je suis un jeune styliste de 34 ans. Je vous présente. Bienvenue dans mon appartement, l'appartement où j'ai eu toutes mes galères. Donc je m'assois parce que tous les matins quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je vais m'installer sur ma table. Né le 9 avril 1982 à Douala, Messon Cyril Elong Ewing est un symbole vivant d'espérance, de persévérance, mais surtout d'espoir. Créateur de mode, producteur, scénariste et réalisateur, Messon travaille sous les spots de lumière tout en étant non-voyant. Naturel et spontané, le styliste nous accueille chez lui à Meaux, en Seine-et-Marne, où il y mène une vie simple. Son enfance, quant à lui, n'a pourtant pas été si simple. À 4 ans, sa mère, Marie-Francesca Elong, décède. À 6 ans, confié à une tante et un oncle vivant en France, il part sans repère, sans savoir que ceux-ci seront ses bourreaux. C'est à ce moment que sa vie devint un enfer. Torturé et bien pire encore par sa tante et son oncle à maintes reprises, Messon nous raconte le calvaire qu'il a vécu pendant plusieurs années avec ceux qui ont brisé son enfance et ôté sa vue. Rebonjour chers téléspectateurs, nous sommes toujours en direct sur Diaspo Story avec Messon Ewing. Bonjour Messon. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir chez toi ici à Meaux. Alors Messon, tu as beaucoup de cordes à ton arc, tu es producteur, scénariste, couturier, styliste, un parcours incroyable, surtout lorsque l'on connaît ton handicap, tu es malvoyant. Donc voilà, on va revenir à ton enfance. Donc le décès de ta mère qui est survenu lorsque tu avais 4 ans t'a beaucoup marqué. Donc comment s'est passée ta vie après cela en fait? Comment s'est passée ma vie en ce moment-là? On va dire de l'âge de mes 4 ans jusqu'à l'âge de 6 ans. J'étais au Cameroun. J'avais une vie vraiment fantastique, heureuse. Je vivais avec mon arrière-grand-mère qui s'appelait Élise, qui était vraiment, on va dire, ma deuxième mère, qui était l'amour de ma vie. Voilà, qui était une femme formidable. Et j'étais entouré par les miens, qui me donnaient beaucoup d'amour. J'étais heureux, j'étais scolarisé, j'allais à l'école, jusqu'à ce que je parte en France, en 2009. D'accord, et pourquoi tu es parti en France en fait? Alors, franchement, d'après les dires de ce qu'on m'a expliqué, vu qu'à l'époque j'étais un peu trop petit, c'est que vu que mon arrière-grand-mère était un peu âgée, et que ma tante et son mari ont voulu que je sois comme leur fils, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants ensemble, donc ils ont décidé de me prendre au Cameroun pour m'emmener en France. Donc voilà une des raisons pour laquelle je suis arrivé, j'ai atterri, on va dire, dans ce pays. Et c'est vrai qu'à l'époque on m'a dit ça, déjà de toute façon j'ai pas eu le choix. Et puis j'étais un peu, comment je peux dire, j'étais content, j'étais heureux parce que pour moi, si tu veux, j'allais partir au ciel parce que quand j'étais petit, pour moi, la France était au ciel. Quand j'en ai parlé au Cameroun, c'est exactement ce que je pensais. Donc pour moi, aller au ciel, c'est-à-dire j'allais retrouver ma mère. C'était une des raisons qui m'a enchanté d'aller vivre en France. D'accord. Donc c'est ton oncle et ta tante qui ont voulu te prendre pour que tu viennes avec eux, pour te prendre comme leur fils, pour te faire grandir avec eux.
Mais après, tout ne s'est pas forcément passé de la bonne manière. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quel moment ils ont commencé à être un peu bizarres, violents avec toi? À quel moment ça a commencé tout de suite, dès le début? Peut-être 1 ou 2 jours après, ça n'a pas traîné. Bon, moi, on va dire déjà c'était compliqué parce que j'étais déçu, je suis arrivé. Là, je suis tombé malade, que j'étais pas du tout habitué à ce climat, à ce système. J'avais vomi dans l'avion. Et puis en plus, j'étais arrivé en pleine période de janvier, parce que je suis arrivé en janvier 2009. En plein hiver. 2009. Janvier 89, pardon. En janvier 89, il faisait super froid, c'était en plein hiver. Donc voilà. J'ai découvert aussi un oncle, un monsieur qui s'appelle Lucien Ekwala, qui n'était pas du tout à la base, soi-disant, qui était le mari de ma tante, qu'il est toujours d'ailleurs. Et en fait, j'ai été vivre chez eux. Et c'est vrai que mon grand-mère me manquait. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, ils ont voulu un peu que je devienne, on va dire, leur esclave. Voilà. Parce que il fallait que je fasse le ménage, il fallait que je fasse à manger. Ce qui m'a marqué, c'est que je m'en rappellerai toujours, c'est qu'une fois, on m'a demandé de laver du linge qui était dans une baignoire trempée, alors que je n'avais que 6 ans. Je devais laver du linge, voilà, avec du linge. Il y avait beaucoup de vêtements. Et ma tante m'avait dit qu'il fallait que je les lave bien, qu'il ne fallait pas s'il y avait n'importe quoi dessus qui était suspect, que j'allais recevoir une fessée. Et encore une fessée, je suis gentil, parce qu'une fessée, une maman qui met une petite fessée à son fils ou le père, ça c'est pas grave, une fessée, parce qu'un enfant des fois il mettait une petite fessée, une petite tapette. Et moi en fait, elle voulait me dire tu seras battu. Et est-ce que les membres de ta famille savaient ce qui se passait, qu'ils avaient des comportements un peu violents? Non, parce que j'étais petit, je ne connaissais pas. J'étais dans un pays, pour moi, tout était nouveau. Oui. Donc, je repartais vraiment à zéro. Donc, non, les membres de ma famille, en tout cas, c'est pas mon oncle et ma tante qui ont été leur dire. Les bourreaux ne disent jamais ce qui se passe chez eux. Par contre, moi, j'étais trop petit, je n'avais pas de contact avec ma grand-mère, qui me manquait beaucoup. Donc, non, personne ne le savait. Donc, j'ai dû compter que sur moi-même. J'ai dû vraiment compter, et c'est ça qui était le plus dur. C'est que quand je vivais dans une famille entourée, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, en Afrique j'étais heureux. Oui. En Afrique j'avais de l'amour. Et le bonheur, j'ai pas eu besoin de venir en France pour le trouver. Je l'avais trouvé en Afrique. Et malheureusement, c'est en France que j'ai trouvé le calvaire. Tu subissais des violences qui étaient parfois récurrentes, mais comment on est arrivé au jour le plus dramatique, entre guillemets, si je peux dire le plus? Moi, ce que je vais faire pour expliquer aux spectateurs ce qui m'est arrivé, moi, aujourd'hui avec du recul, je suis horrifié par ce qui m'est arrivé. Je suis horrifié de savoir que beaucoup de choses me sont arrivées et personne n'a rien fait. Pourquoi je dis personne n'a rien fait? C'est que pendant des années, je me suis tué, je n'ai pas parlé, je ne savais pas à qui aller, je ne savais pas à qui aller demander de l'aide. J'ai dû me débrouiller tout seul. Et parce que, il faut dire, mon oncle et ma tante me battaient, me brûlaient, me séquestraient. Et de temps en temps, des fois j'étais à genoux comme ça, j'avais les bras tendus, et de chaque côté j'avais des gros dictionnaires. Et à peine que mon bras descendait un peu, ma tante elle prenait un briquet, des allumettes, elle me brûlait les bras, si tu veux. Voilà, elle mettait un coup, paf, sur les bras. Donc automatiquement, j'avais 6 ans, mes bras étaient un peu trop faibles. Je ne pouvais pas, j'étais obligé de descendre, donc j'étais obligé de les remettre, mais j'étais vraiment très faible. Et ça m'est arrivé, et il faut préciser que cette punition ne durait pas que pendant 5-10 minutes. C'est une punition qui durait pendant des heures. Et donc j'ai beaucoup souffert, énormément. Et en plus de m'ouvrir les yeux comme ça, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Par contre, ça c'est le côté où que je reproche beaucoup à l'être humain, de comment peut-on penser de mettre du piment dans les yeux d'un enfant. Parce que ma tante, c'était du piment écrasé avec des condiments africains, avec de l'huile, avec des épis, des oignons, et qu'elle mettait dans le frigo, puisque ça servait pour manger, pour mélanger dans un repas, quand le repas est prêt. Elle m'ouvrait les yeux comme ça, elle prenait le piment, elle m'étalait des tonnes de piment dans les yeux, des purées de piment qu'elle mettait dans les yeux. Et ça durait pendant des heures. Et c'est vrai que la première fois quand j'ai vécu ça, mais c'était atroce. Les brûlures, il faut aussi préciser que elle me privait de manger, car moi je ne pouvais pas manger. Et il y a une histoire que je me rappelle toujours, d'ailleurs que je parle dans mon livre, qui était, je sais que la fois quand je l'écrivais, cette histoire, je pense que c'est ça qui était la plus dure et qui m'a fait que j'ai eu des larmes. C'est que j'étais en train de dormir, déjà je dormais par terre en hiver, j'avais pas de couverture parce que mon oncle et ma tante, il faut croire que la méchanceté, c'était
il est né chez eux. J'étais un enfant, j'allais avoir peut-être 9 ans. Et je suis en train de dormir parce que ma tante, elle est arrivée, elle est venue me réveiller, il devait être 5 h du matin. Avec une grosse massue, je dormais, elle m'a assommé carrément. Pour quelle raison? Ben, je ne sais pas. Elle m'a assommé pour me réveiller, juste pour me réveiller, elle m'a assommé. Et donc je me suis réveillé, déjà j'avais froid, je me suis réveillé, j'étais en pleurs. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Donc c'était quand même... c'était vraiment très très difficile pour moi. T'es allé à l'école à cette époque? J'étais scolarisé, mais mon oncle et ma tante me disaient que si un jour je parlais, oui. Et ben que j'allais voir ce que j'allais voir. Donc non, j'ai toujours gardé les choses pour moi, toujours. Et puis il ne faut pas oublier, j'étais toujours, comme je précise, je venais d'arriver d'un pays que je ne connaissais pas. Je voyais plein de têtes alors qu'en Afrique j'étais entouré. Je ne connaissais pas les gens, je n'étais pas au courant qu'il y avait la DAS, je n'étais pas au courant qu'il y avait la police, je ne savais pas les droits qu'on était, j'étais trop petit. Et puis ils m'avaient tellement maltraité pendant toutes ces années-là, j'étais trop traumatisé, j'avais trop peur d'eux. Voilà, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des mois, mon oncle m'a enfermé dans une chambre. C'est-à-dire que j'étais enfermé pendant, vraiment, je n'avais pas le droit de sortir, à part aller à l'école. J'avais pas le droit d'avoir des amis, j'avais pas le droit de fêter Noël, j'avais pas le droit de fêter mes anniversaires. Et pour te dire, des fois, ça les arrivait de partir pendant une semaine. Mon oncle partait pendant une semaine et il me laissait très peu de manger. Des fois, il mangeait un peu de poulet, de quoi de manger pendant une semaine. Et à l'époque, quand j'étais petit, j'étais vraiment très maigre. Et pour te dire, heureusement, dans la chambre où j'étais, il y avait un balcon. C'est ça qui m'a permis, au moins, que je pouvais aller aux toilettes. Par exemple, je pouvais faire pipi, pour faire pipi, en fait. Mais c'est vrai que c'était très dur. Mes amis, c'était des amis imaginaires. C'était des amis que j'avais créés, tout ça. Et heureusement que les livres m'ont aidé. Comme j'étais scolarisé, donc je pouvais aller à la bibliothèque pour prendre autant de livres que je voulais. Donc c'est ça qui m'aidait à m'en sortir, à tenir. À t'échapper un peu. Voilà, je pouvais m'échapper un peu, rêver. Voilà. Du coup, quand tu es tombé dans le coma suite à ce qui s'était passé à tes 14 ans, tu t'es réveillé malvoyant? Voilà. En fait, après tous les coups, le piment, toutes les choses qui m'arrivaient, les choses atroces, tout ça, et ben mon cerveau n'a pas supporté. Je suis tombé dans le coma, et en fait, je suis resté 3 semaines dans le coma. Et alors, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que en fait, je suis mort. Ils n'ont pas réussi à me ranimer. Ils m'ont amené à la morgue, et au bout d'1 heure, en fait, toutes les machines, je suis revenu à la vie, en fait. Alors que ça faisait 1 heure qu'ils avaient marqué dans la morgue, ils avaient marqué dans le cahier que j'étais décédé, j'étais à l'hôpital Necker. En fait, voilà, j'étais parti. Mais il faut croire que mon heure n'était pas arrivé, puisque je suis revenu à la vie. D'ailleurs, l'hôpital m'appelait le ressuscité. Et pour te dire encore une chose qui est assez drôle, c'est que mon oncle et ma tante sont venus me revoir à l'hôpital, parce que la DAS, ils ont laissé mon oncle et ma tante venir me voir à l'hôpital. Donc ma tante et mon oncle ont rigolé en disant que ils étaient contents que j'avais perdu la vue, que j'ai eu ce que je voulais. Aucun remords, aucun regret? Non. Qu'ils étaient contents que j'ai pas la vue, j'ai eu ce que je voulais, et que c'était bien comme ça, maintenant ça m'inviterait de partir en fugue. Voilà. Surtout que je sortais d'un coma, 3 semaines d'un coma, je suis resté 3 mois à l'hôpital, je me suis fait opérer 3 fois de la tête, vu que j'étais vraiment en sale état. Donc j'ai encore refait... je suis retombé dans le coma en fait. Oui. Que j'étais trop fragile. Mais heureusement que je ne suis pas resté très longtemps parce qu'ils ont réussi à me ranimer. Mais c'est le médecin qui a dit qu'il ne voulait plus que mon oncle et ma tante viennent me voir. Oui, et la protection de l'enfance à ce moment-là, ils n'ont rien fait. Pourquoi ils ont attendu que tu portes plainte pour engager une procédure entre guillemets qui n'a même pas abouti, comme tu dis, contre ton oncle et ta tante? Mais parce que si tu veux, l'État a une chose que l'État français ne veut pas assumer jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais voulu assumer ce qui m'est arrivé. Parce que regarde par exemple, en 2014, en mars 2014, en mars 1994, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, comme l'État, comme la DAS, à l'époque on appelait la DAS, ils ne savaient pas quoi faire de moi. Mon éducatrice, elle est partie me mettre dans une hôpital psychiatrie. Elle m'a mis à la Salpêtrière. J'avais 12 ans. Je suis parti, ils m'ont mis là-bas et ils ont passé pendant 3 mois à me droguer des médicaments. Et pour te dire, 1 fois par semaine, on devait aller voir un psy. Ben, tu sais, la psy, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle demandait à ma tante ou à mon oncle de venir pendant la consultation pour que je répète devant eux tout ce que je disais. Parce que, encore une fois, personne te croyait et personne ne me croyait, ne m'écoutait. Voilà, exactement, c'est ça. Personne ne me croyait, personne ne m'écoutait. Voilà, donc, donc à un moment, j'ai commencé à repartir en fugue, tout ça. Et c'était... Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées, comme le jour qu'on m'a envoyé en colonie. Et je reviens à la colonie après 1 mois, là où j'ai passé un moment de bonheur
avec des gens formidables. Je suis revenu 1 mois de colonie, tous les gamins étaient revenus comme moi. Les parents étaient là, leur famille, leurs amis étaient venus les chercher. Moi, j'arrive, j'ai 12 ans, il n'y a personne qui vient me chercher. Et je ne sais pas où je vais. Et il y a un monsieur qui arrive, qui me dit « Oui, bonjour, vous êtes dans la nage ?» Je dis « Oui, c'est bien ça. » Il me dit « Oui, je monte dans le taxi, il me dit « Je vous emmène où ?» Je dis « Je ne sais pas. » Et il me dit « Comment ça, je sais pas. » Je dis « il me dit « Oui, parce que la date m'a dit il faut que je vienne vous chercher. » Et le taxi est super sympa, il a appelé la date, il les a menacés en disant « Mais c'est pas normal, vous me laissez venir chercher un gamin de 12 ans, vous ne me dites pas où il faut que j'aille le déposer. » Et il me dit « Mais c'est pas normal, si vous faites pas quelque chose, moi je vais porter plainte contre vous. » Ou tout ça. Donc, et c'est là où la DAS sont démerdés, on va dire clairement, vulgairement, pour me trouver une famille d'accueil d'urgence. En fait, pendant toutes ces années, ils s'en fichaient totalement, il faut conventionner, ils s'en fichaient totalement de tout ce qui pouvait m'arriver. C'est ça. Et donc, voilà, j'en ai payé le prix fort, hein, j'en ai payé le prix fort parce que j'ai pas de la vue. Et quand je me suis revu du coma, je ne marchais plus non plus, j'étais sur un fauteuil roulant. Et on disait que je n'allais pas remarcher. Il t'est resté combien de temps en fauteuil roulant? Je suis resté 2 mois. D'accord. Je suis resté 2 mois. Je suis resté 2 mois en fauteuil roulant. Et puis voilà. Et après, je suis sorti. Et je suis parti revoir mes amis. Voilà. Mais c'était un peu compliqué puisque on ne m'a pas accepté. On m'a craché dessus, on m'a traité de sale aveugle, tout ça. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Et j'ai compris que le monde du handicap aujourd'hui est très mal vu, n'est pas assez accepté. D'accord. Donc, après tout ça, tu t'es séparé de ton oncle et ta tante, tu as vécu en famille d'accueil, c'est ça? Et voilà, c'est ça. Bah, parce qu'en fait, après ce qui est arrivé, ils ont fini enfin par me placer. Et sauf que je pensais que j'allais enfin vivre des moments heureux. Donc, j'étais dans une famille d'accueil qui était quand même assez sympa. Après, on m'a changé et j'ai vécu dans des familles d'accueil où j'étais maltraité. On m'a traité de sale noir. On m'a dit que les noix étaient faits pour être brûlés. Il y en a qui ont voulu me donner la nourriture pour chien, carrément. Il y en a une qui voulait m'enfermer dans le placard. Parce que pour elle, ben, j'étais un noir. Voilà, comme ça, j'étais un noir. Je n'étais pas un être humain. Ma couleur de peau dérangeait beaucoup. Des fois, ça m'arrivait de partir, parce que j'étais chez une famille d'accueil, je me rappelle toujours d'eux. Ils avaient un caniche qui était noir et qui avait perdu une patte. Oui. Et donc, on allait dans la famille de cette famille. On allait voir les gens qu'ils connaissaient et disaient « Ah, vous imaginez, oui, j'ai 2 personnes handicapées, noires, voilà, que je m'occupe, tout ça. » Elle me comparait à un animal. Elle disait clairement qu'elle ne voulait pas l'enlever son linge avec le mien, parce que de peur que mon linge tâche leur linge, des choses comme ça. Et je le disais toujours à l'État, hein. Ils étaient au courant, là, mon éducateur était au courant, ils ne me croyaient pas. Il me laissait là-bas, il me disait que c'était moi qui étais compliqué. En fait, c'était ça la facilité pendant des années, c'est que c'était moi qui étais compliqué, c'était moi qui était, voilà. Jusqu'à ce qu'un jour, en 2001, le beau cadeau d'anniversaire, le 9 avril, de toute façon, le 9 avril, ça a tout été le jour où il m'arrive des choses. J'étais interné peu de temps avant mon anniversaire, j'ai pas la vue peu de temps avant mon anniversaire. Le 9 avril, elle m'annonce quoi? J'étais dans un foyer où ça se passait bien, enfin, à Melun, on m'annonce quoi? Mais Son, tu peux pas rester dans ce foyer. Tu es obligé de partir. On me dit ça un vendredi, je ne sais pas où aller, on ne m'a pas prévenu, j'ai pas eu le temps de préparer. Et bien je me suis retrouvé à la rue. Ils ne voulaient plus me garder. Ben, heureusement que j'avais des amis formidables comme la famille Fabre, c'est eux qui m'ont hébergé. Ils ont toujours été là, ils sont toujours là d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ils ont toujours été là, cette famille. C'est ma deuxième famille, c'est Jean-Louis et Annie, c'est mes deuxièmes parents, parce qu'ils ont toujours été là. Voilà, donc même leur fils Pierre-Jean, d'ailleurs, qui est une personne formidable, c'est eux qui m'ont beaucoup aidé. Mais ce qui s'est passé, c'est que après, comme à un moment, avant d'aller chez eux, je suis parti au SAMU social, puisque je me suis retrouvé à SDF. Oui. Mais mes problèmes continuent, je me retrouve à SDF, je vais au SAMU social, je me trouve dans une chambre, j'avais 19 ans, où il y avait des gens qui rentraient le soir, ils étaient bourrés, ils avaient bu, ils vomissaient partout, ils m'insultaient, tout ça. Alors j'avais 19 ans, j'avais peur, j'étais tout seul, et en plus, peu de temps après dans cet hôpital, dans ce SAMU social, pardon, j'ai subi des attouchements sexuels par un aide-soignant. Par un aide-soignant? Voilà, un aide-soignant qui devait m'aider à me doucher, il m'a fait des attouchements sexuels. Donc je me suis enfermé, j'ai limite fait des tentatives de suicide, j'ai fait une dépression. J'ai appelé Enfance et Partage, qui, soi-disant, devait me soutenir, le comité contre l'esclavage moderne.
Et on a décidé de porter plainte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les présidents du SAMU social, Xavier Magnoli, Joly Blin et Dominique Versini, ils ont calmé avec le juge, ils ont classé le dossier. Tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est comme d'habitude, il n'y a pas assez de preuves. Mais comme ce cher Marcel Boulet était un monsieur qui était vachement bien aimé là-bas, il était bien aimé au SAMU social, soi-disant, et pourtant il y a eu d'autres affaires, et en plus j'ai découvert après qu'il était homosexuel. Qu'ils sont homosexuels, ça ne me dérange pas, moi j'aime tout le monde. Mais c'est de faire ça, de profiter de ma faiblesse, de mon handicap parce que je venais d'arriver là-bas, j'étais à la rue, j'avais 19 ans, j'avais pas de famille, c'était vraiment très dur pour moi. Oui. Et en fait, ils ont classé le dossier. Mais de toute façon, ça a toujours été ça en France. C'était, voilà, j'étais une personne, ma couleur de peau, mon handicap, pour les gens, je n'en valais pas la peine. Voilà. Même quand j'étais voyant de toute manière. Mais même dans le noir, il y a toujours une lueur d'espoir pour atteindre la lumière. Mason s'est donné les moyens de réaliser le rêve de sa mère en travaillant dans la haute couture. La maison de couture Mason & Wing est plurivalente à l'image de son créateur. Allant de la ligne de vêtements sportswear avec des inscriptions en braille pour les malvoyants, aux robes haut de gamme à la Marie-Antoinette, la marque se veut universelle. Alors nous sommes de retour pour poursuivre cette interview qui est quelque peu poignante. Et comment tu as procédé du coup pour réaliser ce rêve? Tu as fait une école ou... Alors, à l'époque, on m'a trouvé une école qui s'appelait S-Mode, où j'ai failli entrer dedans malheureusement. J'ai pas pu y rester puisque je n'ai pas pu suivre avec mon handicap. C'était très compliqué. Après, on a voulu m'envoyer à Marseille qui était un peu plus adapté et je refusais. Parce que je me suis dit, quitter tout là-bas, je viens de pas la vue, j'ai mes amis, j'ai tous mes habitudes, donc j'ai dit non. Et donc je suis resté vers ici. Et puis j'ai décidé de faire moi-même mon tout premier défilé, de faire une collection qui s'appelle Madison avec un bébé. D'accord. Et donc après c'est là où tout est parti de cette idée parce que j'étais scolarisé dans une école d'aveugles qui s'appelle l'IDES, qui est à Enfer-Rochon dans le 14e. Okay. Et cette école, j'ai rencontré là-bas un jeune qui m'a beaucoup surpris. Parce que ce jeune, il devait avoir, moi j'avais 14 ans à l'époque, 14-15 ans, il devait avoir 17-18 ans. Et c'était un jeune maghrébin. Ce qui m'a surpris, c'est sa manière de s'habiller. Un jour, j'ai un ami qui veut me chercher. C'était un vendredi. Il veut me chercher un vendredi soir. On sort de l'école. Et puis je dis au revoir à mon ami, je lui tiens la main, je dis au revoir. Il repart tout seul en fait, avec sa canne. Il était assez débrouillard. Moi, je venais de pas la vue, je n'étais pas très débrouillard. Et à un moment, mon ami me dit, ah le pauvre, je dis, ah bon, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, tu verrais comment il est habillé. Et ce jeune, il avait un pull rose Barbie. Il avait un pantalon velours vert et des baskets orange Fanta. Je me rappelle toujours de ce qu'il m'avait dit. Et ça m'a marqué. Moi, j'avais la chance que je sais toujours comment je m'habille, je connais mes couleurs parce que, on va dire, je suis toujours entouré. D'accord. Là, par mon haut, il est rouge. Oui. Voilà, parce que j'ai la chance de toute manière, il y a du brais sur mes vêtements. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, vu que je voulais réaliser le rêve de ma mère, en même temps, il faut que je fasse une marque de vêtements qui est pratique pour les personnes qui sont aveugles et pour les personnes qui sont voyantes. D'accord. Le braille, c'est l'écriture pour les malvoyants? Pour les aveugles. D'accord. Voilà. Mais comment tu fais pour penser la mode? Parce que c'est quand même un domaine qui nécessite de la visibilité pour être à l'affût des nouvelles tendances, de ce qui se fait. Comment tu fais en fait? Alors, comme j'ai précisé tout à l'heure, je dessinais avant. Oui. Je dessinais avant. Et puis, maintenant, le seul moment qui était un peu positif avec Madame Ekola Jeannette, celle qui m'a maltraité, c'est que elle aimait coudre. Elle était très forte en couture. Elle a ses défauts, mais ça, c'était une qualité qu'elle avait. Donc, quand elle cousait, j'étais assis, je regardais beaucoup ce qu'elle faisait. Voilà. Et donc, moi, je savais déjà, donc je savais un peu, j'avais déjà des bases de la couture, et puis je dessinais déjà depuis longtemps. Donc, je n'ai pas attendu de perdre la vue pour m'y mettre dedans. Donc, c'était juste un plus, c'est que moi, j'ai commencé à trouver un système, comment faire pour dessiner. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis styliste, c'est-à-dire que moi, je dessine, je ne couds pas. Oui. Je vais voir justement un couturier qui va coudre. Par contre, c'est moi qui va, par exemple, marcher Saint-Pierre, je vais au sentier, je vais chercher mes tissus, de la soie, la dentelle. Voilà, c'est moi qui harmonie les couleurs, tout ce que j'ai vu quand même pendant longtemps. Donc je sais c'est quoi un bleu, je sais c'est quoi un jaune, je sais c'est quoi, et je sais marier les couleurs. Donc c'est important pour moi. Et je sais ça fait quoi, par exemple, si quelqu'un mélange du rouge avec du jaune, ça fait du orange. Voilà, donc je sais que si on mélange du bleu, du vert, du bleu, du jaune, ça peut faire du vert.
the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta-ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do, like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do, like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do, like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do, like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Mason ne s'arrête pas là et se projette encore plus loin où on ne l'attendait pas. Il réalise maintenant son propre rêve et se lance dans l'audiovisuel. Mason ne voit pas mais s'assure de tous les moindres détails pour la préparation de ses comédiens. Rigueur, travail et discipline sont les mots d'ordre chez Mason et Wing Corp. Les comédiens de son futur film Coup de foudre à Yaoundé peuvent en témoigner. Bah, en fait, tout simplement pour décrire comment se passent les répétitions avec Mason, tout simplement on se dit souvent que le métier d'acteur c'est un monde de rêve, mais tout simplement oui, mais il faut savoir tout le travail qu'il y a derrière aussi. Nous quand on travaille, nous travaillons vraiment beaucoup et dur. C'est-à-dire qu'on apprend les textes, ensuite on travaille, et comme Mason est toujours là pour nous dire ça va pas, ça va pas, on a toujours en permanence l'idée de toujours bien faire. Donc c'est quelque chose qui est magique en fait. Tout simplement c'est vraiment très dur, on travaille beaucoup, les journées commencent à 7h du matin, on peut finir à 2, 3, 4h du matin des fois. Mason a vraiment beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous, et tant qu'on travaille par exemple sur un jeu, sur une scène ou sur une petite partie,
Et si c'est pas la perfection comme il veut, on s'arrête pas, on continue. Des fois, si on n'a pas le temps de manger, on mange pas, on continue. Qu'on applique la méthode de l'acteur studio, donc qui est une méthode où on s'imprègne complètement de notre personnage. Et je trouve ça vraiment incroyable, une méthode qui est très très difficile. C'est pour ça que Mason est intransigeant. Et puis par exemple, moi je suis son frère et avec les autres acteurs on est vraiment comme une petite famille, on s'entend tous super bien. Mais quand il s'agit du travail, il y a vraiment plus du tout de rigolade. On est tous à bloc sur notre travail. Donc moi je voudrais surtout insister sur le fait de l'avant et l'après Mason et Wing. C'est-à-dire que moi avant de venir ici, j'étais un grand fumeur, je mangeais très mal. J'étais un grand amateur des fast-food et en venant ici, j'ai arrêté de fumer donc et j'ai arrêté les fast-food, j'ai mangé convenablement des choses saines. J'aimais par exemple aussi beaucoup le fromage, enfin les choses comme ça et aujourd'hui je mange bien, je mange sainement pour justement favoriser l'image qu'on a devant la caméra. Itinéraire étourdissant d'un vainqueur contre la fatalité. Aujourd'hui, Mason retourne 28 ans après dans son pays natal, le Cameroun, prêt à affronter ses souvenirs passés avec de grands projets pour le futur. En tout cas, nous, on espère vraiment que tu ne laisseras pas tomber. Merci pour cette très belle interview, pour t'être livré à nous et aux téléspectateurs de Diaspo Story. Et merci pour toutes les batailles sur la vie que tu as gagnées, parce que c'est synonyme d'espoir pour nous et pour toute la jeunesse, ou même la vieillesse camerounaise qui nous regarde. Et on te souhaite bonne continuation. Une chose, surtout un message à tous les victimes. Pitié, ne baissez pas les bras. Et il faut pas, surtout pas, je sais que c'est pas facile, c'est pas tout facile. Alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter, voilà, avec SOS Madison International, à taper Mason et Wing sur Google, ils ont trouvé notre site, même contacter, et voilà, Canal 2, que je remercie énormément d'être venu aujourd'hui nous rencontrer, nous interviewer. Merci beaucoup parce que je trouve que c'est génial. Et merci même à toute l'équipe. Merci beaucoup en tout cas. Diaspo Story. Diaspo Story. Le magazine de la diaspora africaine.